Voilà, et c'est maintenant l'invité de la rédaction. Bienvenue à vous. Et aujourd'hui, c'est la situation au Mali qui nous intéresse, ce pays d'Afrique de l'Ouest où les événements s'accélèrent depuis le coup d'État du 18 août dernier, un coup de théâtre qui a poussé vers la sortie le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le pays est désormais en pleine transition politique avec un pouvoir d'abord confisqué par des militaires auteurs du coup d'État. Un contexte de tensions extrêmes qui a amené la CEDEAO à imposer des sanctions d'envergure aux Maliens, des sanctions désormais levées. On vient de le voir, les chefs d'État et de gouvernement de la région avaient exigé auparavant la remise au pouvoir aux civils le plus rapidement possible. On en parle tout de suite avec Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous l'avons appris aujourd'hui, aujourd'hui même, les États d'Ouest africains ont décidé la levée des sanctions imposées au Mali afin de soutenir la transition censée ramener les civils au pouvoir. Et quelle est votre réaction première suite à cette décision de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ? Alors c'était une décision attendue puisque la CEDEAO, à travers ses nombreuses ambassades, 3 délégations étaient venues depuis le coup d'État du 18 août, avaient un certain nombre d'exigences. Toutes les cases sont désormais cochées à part, comme votre reportage l'a évoqué, la dissolution du Conseil national de salut public. Mais la désignation d'un président issu de la société civile, même s'il est un ancien militaire, le colonel-major à la retraite Bah Endo, la désignation d'un Premier ministre, là aussi c'était un Premier ministre civil, c'était une exigence de la CEDEAO. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, est désormais le Premier ministre. Il est d'ailleurs du reste doté depuis hier soir d'un gouvernement composé à la fois de militaires, un gouvernement resserré, 25 ministres, qui représentent la société malienne dans son ensemble, des représentants des communautés touareg, des représentants des partis qui avaient appelé à la démission du précédent président Ibrahim Boubacar Keïta, notamment le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces politiques, des forces patriotiques, et bien évidemment la mise en place d'une transition qui a démarré officiellement le 15 septembre. La CEDEAO se réjouit donc d'un certain nombre d'avancées de la part de la junte au pouvoir depuis le 18 août, avec une exigence très particulière, celle qui consistait à préciser quelles seraient les responsabilités du vice-président. Dans la constitution de 1992 du Mali, un tel poste n'existe pas, et la junte, la transition qui va durer pendant 18 mois, va voir un président qui est âgé, 70 ans, et un vice-président nettement plus jeune, 37 ans, le colonel Assimi Goïta, exercer une sorte de bicéphalité du pouvoir. C'est un sujet de préoccupation de la communauté des États ouest-africains, mais également des Maliens, car pour la première fois, on a l'impression qu'on a en fait 2 présidents, avec un processus de codécision. Le vice-président est chargé d'un certain nombre de responsabilités qui, théoriquement, sont celles de ministre de la Défense ou ministre de la Sécurité. Alors précisément, on va parler de ces postes de la défense et de la sécurité. Vous parlez d'un exécutif bicéphale avec un vice-président militaire qui est donc Assimi Goïta en personne. La CEDEAO a fait ce choix de lever des sanctions au lendemain de la formation d'un gouvernement, au sein duquel, il faut le dire quand même, les militaires conservent des postes stratégiques. Est-ce que d'après vous, les conditions ont été remplies à 100%? Je parle bien sûr des conditions qui ont été posées par la CEDEAO, honnêtement. La CEDEAO avait en fait 6 demandes bien précises. La désignation d'un président de la transition civile qui soit un civil, on l'a évoqué avec la nomination du colonel-major Bah Endo, la nomination d'un Premier ministre civil, deuxième demande là aussi réalisée, l'abrogation de l'acte fondamental de la junte. Il a été abrogé il y a de cela quelques heures, et l'insertion donc de la précision concernant les fonctions du vice-président. Il restait un élément important, la publication au journal officiel de la charte. C'est désormais réalisé. Je ne crois pas que le fait que les 4 militaires qui ont le portefeuille de la défense, de la sécurité, de l'administration territoriale soit un problème. Au contraire, je crois que les militaires vont devoir composer avec des forces politiques qui jusqu'à présent n'avaient pas forcément soutenu la junte, et de ce point de vue, il y a une forme d'équilibre qui s'inscrit dans ce gouvernement.
Très bien. Autre développement significatif au Mali, les efforts amorcés pour libérer l'une des plus hautes personnalités politiques du pays, Soumaïla Cissé, figure de l'opposition malienne, après la libération de plus d'une centaine de terroristes. Comment analysez-vous cette évolution dans le pays ? Alors ça, c'est une évolution qui n'est pas encore advenue parce qu'il n'est pas encore libéré. Ce dont on est sûr, par contre, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu la libération d'une centaine de militants djihadistes qui posaient d'ailleurs un problème non seulement au regard des autorités maliennes, car ils ne sont pas tous de nationalité malienne. Il y avait parmi la centaine de ces djihadistes arrêtés pour évidemment faits de terrorisme des Nigériens et des Burkinabés. Les deux gouvernements, du président Kaboré et du président Issoufou, n'étaient pas tout à fait d'accord qu'il y ait cette libération. Ce n'était pas d'ailleurs une demande précisément de la CEDEAO. Néanmoins, ces négociations sont beaucoup plus anciennes on ne voudrait le croire. L'imam Mahmoud Dicko a toujours milité depuis 2012 pour qu'il y ait un dialogue direct avec les groupes armés terroristes. C'est peut-être une des concessions que les militaires ont fait aux autorités religieuses, précisément qu'appeler à un dialogue avec les groupes armés terroristes. Et il faut espérer qu'en retour, il y ait la libération de Soumaïla Cissé, qui est entre les mains de ses ravisseurs depuis maintenant 6 mois, depuis le 25 mars dernier. Et puis surtout, parce que il y a aussi une autre contrepartie, c'est la libération de Sophie Petronin, l'unique et encore dernière prisonnière française qui a été prise en otage en décembre 2016. Alors, le sort de Soumaïla Cissé a constitué un des cris de ralliement de la contestation de plusieurs mois contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que cela était, d'après vous, déterminant dans les événements qu'a connu le Mali ? Non, je ne crois pas que c'est ce qui a provoqué la chute du président Ibeka. Ce qui a provoqué la chute du président Ibeka, c'est d'une certaine façon l'incapacité qui a été la sienne d'écouter son peuple. Et ce peuple qui s'est manifesté plusieurs fois de manière assez significative dans les rues de Bamako en demandant un certain nombre d'exigences. Premièrement, de mettre fin à l'impunité. Il y a eu un certain nombre d'exactions. Votre reportage précédemment l'a démontré, mettant en avant le fait que les terrorismes, j'utilise à dessein cette appellation, sont multiples et qu'il n'y a pas qu'un terrorisme djihadiste qui malheureusement fait des victimes dans le pays et singulièrement dans les principaux zones que constituent les zones d'opération des terroristes, c'est-à-dire la région des 3 frontières, donc entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Une des autres préoccupations de la population, c'est évidemment la lutte contre l'impunité en matière de corruption. Et je crois d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles les militaires ont décidé de prendre le pouvoir, c'est tout simplement car ils n'acceptaient pas, alors que le budget de la défense a été multiplié par 3 depuis l'accession au pouvoir en 2014, et sa réélection en 2018 du président Ibrahim Boubacar Keïta, que cet argent soit largement dilapidé et qu'il ne puisse pas permettre effectivement la lutte contre les groupes armés terroristes dans la région. D'accord. Un mot à présent, Emmanuel Dupuis, sur l'avenir de l'accord de paix qui a bien du mal à être mis en œuvre sur le terrain. Alors dans ce contexte de transition politique encore mouvant, comment les nouvelles autorités vont-elles appréhender cet accord d'après vous ? Alors, elles ont été déjà très promptes à dire qu'elles allaient totalement suivre la feuille de route politique, puisqu'il y a eu une réunion dans ce sens le 10, 11 et le 12 septembre dernier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères algérien est venu 2 fois pour bien s'assurer que le processus de suivi de l'accord d'Alger, qui date de 2015, de mai 2015, soit évidemment mis en place. Il y a énormément de travail à faire, car depuis la signature de cet accord, dont le but était de favoriser un dialogue, une stabilisation dans le septentrion malien, permettant évidemment de régler un certain nombre des causes qui avaient provoqué une partie de la rébellion agglomérée avec les groupes armés terroristes, seulement 27% des actes et des principaux axes de cet accord ont été mis en pratique. Là, le pouvoir militaire, le Conseil national de salut public, a été très rapide pour dire que sa principale priorité serait l'application de la feuille de route. C'est la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, a aussi rencontré les autorités de transition il y a de cela quelques jours.
Tout à fait. Merci infiniment Emmanuel Dupuis pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. C'était l'invité de la rédaction. Merci à vous.